quand je vous ai demandé, je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas que VDB allait arrêter le livre audio. Ah ben voilà, vous venez de l'apprendre, donc c'est assez désolant, Oui. c'est navrant, bon voilà. Je ne sais pas, enfin voilà, moi je leur ai écrit personnellement un courrier, voilà, on demandait s'il y avait des moyens d'infléchir cette décision et... C'est peut-être pas facile. Je pense que pour nous, comédiens, aux éditions VDB, vous savez, il y avait une formidable ambiance, atmosphère très apaisante. Je dis il y avait, enfin il y a toujours, j'imagine, mais enfin bon, il y avait un travail qui se faisait dans le respect, dans la confiance. Nous étions plus que des professionnels. C'était assez différent de ce qui peut m'arriver quand je vais travailler dans un studio pour une publicité. Voilà. Là, on met une voix, on met un pion pour pour un message publicitaire. Mais là, c'est autre chose. Il se tissait un lien sentimental avec les éditions VDB et de façon, je pense, magique avec les auditeurs aussi. Oh, sûrement, oui. Moi, je les lis pas tous parce que j'aime pas tous les auteurs, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose. Voilà. Et pour nous, comédiens, effectivement, c'est un petit peu troublant tout à coup de se dire, ben voilà, ce lien un peu privilégié, mais privilégié qui était tissé avec l'auditeur, ce lien que nous tissions aussi avec parce que je vous parle de Ken Follett ou Signol ou Gallo, parce que ça a été des moments exceptionnels, par exemple. Et tout à coup, il y a un lien qui est tissé. Effectivement, ça faisait un peu, les comédiens, ça devient un peu mes amis, quoi. Je les entends, ils me racontent une histoire, c'était ça. Voilà. Comment en êtes-vous venu à enregistrer des livres? C'est bien sûr parce que je suis comédien. Mais du coup, je suis comédien et c'est pourtant pas le chemin que j'avais choisi au départ. En fait, je suis professeur de maths de formation. Alors c'est vrai que j'ai fait le choix de quitter l'éducation nationale très tôt. C'est un choix que j'aurais peut-être pas fait, que je ne ferai pas aujourd'hui. Voilà, par exemple avec des enfants à charge et d'autres responsabilités. Mais à l'époque, j'étais tout jeune, pas forcément de responsabilités familiales, donc. Le théâtre que je faisais en amateur depuis la classe de 3e, grâce à un professeur de lettres, un professeur de français, voilà, qui m'avait fait découvrir le théâtre, qui n'était pas du tout dans ma culture familiale. Grâce à ça, j'ai fait du théâtre en amateur au lycée et puis pendant mes études. Et puis d'amateur, les projets sont devenus semi-professionnels, commençaient à avoir non seulement une bonne qualité, mais aussi une grande audience. Donc je tournais pas mal, et j'ai pu ainsi me dire que en mettant toute l'énergie que je mettais dans l'éducation nationale, si je la mettais dans le théâtre, je pourrais peut-être y faire quelque chose. C'est vrai que vous avez beaucoup de cordes à votre arc, et je pense que c'est très bien, parce que du coup, vous avez plusieurs façons de voir, façons de faire, et c'est pas mal, quoi. Ça permet une ouverture d'esprit aussi, hein. Oui, mais c'est là qu'on rejoint un peu les mathématiques. Vous savez, les maths, on dit toujours, je vois, moi j'ai un fils qui a 15 ans, donc qui ne supporte pas les maths. Et j'ai beau essayer de lui faire comprendre que c'est un jeu, il ne veut pas le croire. Mais c'est vrai que c'est un jeu, les maths, c'est un jeu très poétique. Contrairement à ce qu'on croit, on croit que les maths c'est très cartésien, mais au fond je trouve que c'est une matière de rêveur. Et pour en revenir au livre audio, figurez-vous que quand j'étais jeune, on m'avait proposé, j'avais déjà le goût un peu pour la lecture à voix haute, grâce à l'église. C'est à la messe qu'on m'a confié parce que je devais avoir une bonne voix, une bonne diction quand j'étais gamin. Et on m'avait confié les lectures qui précèdent celles de l'évangile. Vous savez, il y a des lectures, il y a toujours de lectures. Bon, enfin voilà. Et c'est comme ça que j'ai pris goût, moi, à lire à voix haute et lire en public. Vous avez d'abord travaillé chez VSL ou Ah oui, alors La Voix de son livre, c'était dans les années 80. J'ai travaillé avec eux jusqu'à ce que la boîte ferme. L'activité s'est arrêtée pour des raisons financières d'ailleurs à l'époque. Et c'était alors La Voix de son livre pour ceux qui ne connaissent pas cette maison d'édition, puisqu'elle je crois que elle a dû s'arrêter dans la fin des années 80, non? Ou 90 peut-être, oui. Oui, peut-être. Enfin voilà.
La Voix de son livre donc était une des premières maisons d'édition à faire du livre audio et sur cassette à l'époque. Oui. C'était sur cassette et on trouvait ces cassettes sur les aires d'autoroute, par exemple. Par exemple, ouais. Moi, je les trouvais dans ma bibliothèque. Et moi à l'époque j'ai été étonné. Donc La Voix de son livre est installée à Grenoble et il se trouve que j'ai fait ma carrière théâtrale à Grenoble. Voilà, je l'ai commencé en tout cas à Grenoble. Et La Voix de son livre étant installée à Grenoble, ma foi j'ai été présenté à eux par des comédiens, d'anciens comédiens qui avaient une stature à Grenoble, des gens comme Georges Béjean ou Abbès ou Raouti Faraoun, voilà. Et donc j'ai été présenté à La Voix de son livre à l'époque et j'ai eu la chance d'enregistrer de beaux ouvrages avec eux, pour ne citer que Une saison en enfer de Rimbaud, Les Fleurs du mal de Baudelaire, Le vieux qui lisait des romans d'amour, Le spleen de Paris de Baudelaire. Alors tout ça me rappelait, en plus j'étais très fier parce que ça me rappelait mon adolescence et le goût pour les mots que m'avaient donné ces poètes. Les Diaboliques de Barbet d'Aurevilliers aussi, c'est un beau souvenir. Un singe en hiver, alors ça a été aussi un souvenir extraordinaire. J'ai eu la chance de jouer avec, donc Georges Béjean jouait le personnage engagé, et voilà, et moi vous étiez Fouquet, non? Je joue, voilà, tout à fait, Fouquet. Je jouais le personnage que joue Belmondo dans le film. Oh, c'était un régal et j'ai découvert. Déjà, j'aimais beaucoup le film, mais le livre est encore meilleur. Il est bien le livre. Et alors, en plus, c'est vrai qu'enregistrer comme ça par VSL, c'était vraiment très bien. Et justement, tous les ouvrages VSL, on ne les trouve plus. On les trouve plus même en bibliothèque? Ah non, j'en trouve plus. Ma bibliothèque les a, ce qu'on appelle pilonnés, parce qu'à force de sortir, ils étaient que sur cassette. Et à force de sortir, ça s'est abîmé. Et moi, j'aurais voulu en numériser certains, mais je les trouve. J'ai numérisé, par exemple, En attendant Godot, où vous êtes, justement, vous faites le narrateur, parce que je l'avais, mais après, voilà. Est-ce qu'il y a possibilité d'en retrouver, d'en racheter quelque part? Je n'en sais rien du tout, parce que j'ai regardé, moi, de temps en temps sur Internet, j'ai vu que des fonds de bibliothèques possédaient des cassettes, mais effectivement, dans quel état, c'est la question. Voilà, donc je suis désolé, je ne peux pas vous dire où je peux en trouver le fond, à part auprès des comédiens qui ont pu travailler pour eux. Justement, j'allais vous demander qu'était devenu Georges Béjean, Christiane Day. Georges Béjean est décédé il y a quelques années. Voilà. C'est une des voix de mon enfance, Georges Béjean, donc ça fait quelque chose quand même. Il avait fait Roman de Renard, il avait fait Germinal, Abbès Faraoun aussi, je crois, non? Oui. Oui, non, mais c'était toute une génération qui est disparue. Voilà, moi je faisais partie, j'étais le genou là dans la bande. Oui, c'est vrai. Vraiment jeune à l'époque, que les anciens avaient pris sous leur aile. Je crois qu'on m'avait proposé, d'ailleurs, je me demande si c'est pas pour En attendant Godot, je sais plus. Voilà, bon, parce que bon, j'avais déjà à l'époque, je devais avoir quand même une voix, je me souviens plus, il faudrait que je réécoute. Et vous avez gardé des contacts avec certains ou pas, ceux qui sont encore là? Mais non. Oui, les aléas de la vie, voilà, font que. Non. Et ensuite, vous avez enregistré pour quels autres éditeurs? Donc VDB, oui, vous en avez fait pas mal. Alors VDB, oui, j'ai fait beaucoup de théâtre dans les années 90 et 2000, jusqu'en 2005 où j'ai eu envie de retrouver un peu de plaisir dans mon métier. Alors c'est curieux, peut-être, ça doit faire bondir les gens. Comment ça, dans le théâtre, on n'a pas de plaisir? Si, bien sûr qu'on en a beaucoup, en fait. Mais c'est pas la routine, c'est le fait d'avoir. Moi, j'ai monté des compagnies et j'ai porté des projets de compagnie. Et c'est ce qui est un petit peu épuisant des fois. Vous savez, en province, on dépend énormément du politique. C'est lourd. On passe beaucoup plus de temps, en 2005, là, je passais finalement plus de temps à développer les projets qu'à travailler artistiquement. Et puis aujourd'hui, c'est aussi un peu la maladie, je crois, du moment, ça a fait qu'empirer. Il faut passer plus de temps à monter des dossiers, chercher des financements, prouver que tout ça est viable, qu'à se lancer dans l'aventure. Bon, alors du coup, on a l'impression que une société un peu frileuse en ce moment qui a du mal, c'est sûr. Puis alors avec le piratage,
d'en parler VDB, évidemment. C'est-à-dire que ça fait du mal, parce que là où ça fait du mal, c'est surtout que ce sont des gens sans vergogne qui crient haut et fort qu'ils font ça parce qu'ils ne respectent aucune règle. J'étais avec une nièce hier soir, justement, je parlais, une nièce qui s'intéresse pas forcément aux livres audio, mais par exemple, je lui parlais du piratage. Et je lui disais comment ça avait pu faire des dégâts, et effectivement, ça crée un véritable manque à gagner aux éditions VDB. Mais elle me disait, mais c'est vrai que c'est cher. Elle parlait par exemple des DVD. Alors elle parlait pas des livres audio, mais elle parlait des DVD. Mais elle dit, bon ben voilà, moi, jeune fille de 20 ans, les films, les DVD à 19 €, c'est cher, alors on nous offre de les télécharger. On doit faire des choix. La dernière fois, j'en ai acheté 2, j'en avais pour 50 €. Hein. Oui, bien sûr. De VDB, justement. Alors, c'est vrai qu'en général, moi, j'attends qu'elle soit à ma bibliothèque, mais là, j'avais pas envie d'attendre, donc je les ai achetés. Mais on peut pas acheter tout ce qu'on veut lire. Il y a plein de paramètres. C'est pas facile, hein. Je pense que c'est pas tout blanc, tout noir, mais c'est vrai que le piratage fait pas de bien. Notre société s'est pas encore adaptée à ces nouveaux médias numériques qui se répandent très très vite, qui bouleversent l'idée de transmission. Hein. Voilà, c'est une révolution. Je pense que c'est pas une nouveauté de dire que c'est une révolution à la hauteur de celle de l'imprimerie quand même. C'est vrai. Donc il faut s'y adapter. Mais comment? Voilà. Et donc, à part VDB, parce que je crois que vous avez enregistré Avril à Paris, mais je ne sais pas pour qui. Exactement, c'était Emix Édition. Emix, H-E-M-I-X, Édition. Alors, Emix Édition, c'était Xavier Chatagnon qui dirigeait ça. Et Xavier Chatagnon venait de chez France Loisirs, je crois. Et il avait travaillé pour Gallimard, pour France Loisirs, et puis voilà, et puis il a voulu monter sa maison d'édition à lui. Je n'ai plus de nouvelles, j'ai essayé de savoir ce qui était devenu Emix Édition, la boîte a fermé, je n'ai pas de nouvelles du tout. Et vous en avez fait d'autres? Avec Emix Édition, j'ai fait L'Homme Noir aussi de G.J. Arnaud. C'est les deux seuls que j'ai fait pour eux. Et puis non, j'ai pas travaillé avec d'autres maisons d'édition, malheureusement. Et aimeriez-vous? Oh oui, oui, j'aimerais beaucoup, mais bon, j'avais envoyé ma voix, enfin, voilà, ma démo, comme on dit, à quelques maisons dont j'avais l'adresse, mais pas de nouvelles. Et après, pour ce qui est des grosses maisons comme Audiolib, par exemple, en fait, les maisons d'édition délèguent directement au studio le choix des voix. Non, VDB était rare de ce point de vue-là, parce que VDB s'occupait de toute la chaîne, c'est-à-dire du choix des textes, de l'édition elle-même, donc, mais aussi de la partie artistique, création, donc choix des comédiens et enregistrement. Et sinon, vous avez Télém, Sixtreed. Oui, mais je leur avais envoyé. Alors bon, il faudrait que je renouvelle l'envoi. C'était ça date. Hein. Bon, entre-temps, comme vous l'avez constaté, je fais beaucoup d'autres choses aussi. Donc bon, je continue de faire beaucoup de théâtre. Je fais pas mal de voix off, du documentaire, de la publicité, ce qu'on appelle la voice-over. La voice-over, ce sont ces voix, ces espèces de doublages instantanés, comme si c'était une traduction simultanée. Par exemple, je ne sais pas, quand on vous présente à la télé un acteur américain qui fait la promotion de son film, on entend les mots en français, mais ce n'est pas une comment dire, il n'y a pas une synchronisation labiale. Je fais beaucoup d'institutionnels, je fais du doublage de manga là en ce moment. Vous faites aussi ça. Oui, alors c'est pour vous dire, vous voyez, c'était drôle parce que je passais par exemple à la fin de l'été, je suis passé sans transition de la création des Femmes savantes de Molière, avec un metteur en scène grenoblois, Jean-Vincent Brizat. Donc on a passé 3 semaines de répétitions intenses au mois d'août. Et les répétitions étaient à peine achevées. Le lendemain, j'entamais une série de mangas. Oui, c'est tout à fait différent. Rien à voir. Oui, mais c'est amusant. Voilà. C'est ça aussi qui est sympa. Et là-dedans, on change de registre, on se renouvelle. Y a-t-il des variantes techniques selon les éditeurs? Par exemple, donc je vous donne un exemple, c'est Isabelle Miller qui m'avait expliqué, comme elle travaille pour Audiolib et VDB, elle m'avait expliqué que la façon de corriger les erreurs de lecture n'était pas la même chez l'un et l'autre. Donc, y avait-il des variantes de ce style?
Alors, je n'ai travaillé qu'avec MX Éditions et VDB, et à l'époque, alors VSL, je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. C'était dans les années 80 quand même, donc voilà. Ça fait 30 ans, je me souviens plus du détail, si vous voulez. Sachant que l'ingénieur du son, lui, pointe les erreurs, systématiquement les erreurs éventuelles, mais pointe aussi les bruits de bouche éventuels qu'il faudrait voilà, qu'il faudrait gommer au montage. On fait des petits bruits, puis chacun les siens, vous savez ça. Et donc moi, par exemple, la langue qui claque un petit peu quand il y a des L dans un mot, voilà, bon, ça arrive, ça dépend. Quand, vous savez, quand on a travaillé plusieurs heures en studio, que on a un petit peu soif, ou voilà, on manque de salive, ou trop de salive, ou je sais pas, enfin voilà, je ne sais pas exactement, mais voilà, tout à coup, on a des petits bruits. Alors nous, on essaye nous-mêmes, le comédien, le lecteur, nous essayons de les gommer nous-mêmes, donc bon, voilà, mais des fois, il en reste. Voilà, on peut pas éviter tout. Et l'ingénieur du son, lui, donc pointe ça. Voilà. Il les pointe et ensuite il refait du ménage. Ah ouais, c'est long, hein. Vous imaginez? Ah oui, c'est un très très long travail. Le montage d'un livre audio, donc ça se fait quand même dans la continuité. On l'enregistre en général dans la chronologie. Il vaut mieux, enfin. C'est mieux, oui. Voilà, je pense. Chez VDB, par exemple, il y a eu Les Femmes de l'Ombre. Les Femmes de l'Ombre, nous étions 4 lecteurs. Donc là, effectivement, ça n'a pas été enregistré dans la chronologie parce que ça a été enregistré un petit peu en fonction des des disponibilités du calendrier. Voilà. Donc là, l'ingénieur du son et puis Christine, donc la directrice des éditions VDB a dû avoir un gros travail. Hein. Sûrement, parce qu'il il fallait rassembler tous les bouts. Alors bon, ceci dit, hein, les bouts, comme c'est, hein, ils sont numérotés, on donne des noms, ce sont des fichiers, après tout ça est rangé. 01, 02. Bon, voilà. Ah, non, je pense. Oui, tout à fait. Je repense aux différences que vous me demandiez. Par exemple, chez VDB, le studio étant un peu petit, nous devions travailler à 6. Et avec MX Édition, nous avons travaillé dans un studio d'enregistrement. C'était pas le studio du tout de la maison d'édition. Hein, c'était un studio avec des ingénieurs du son qui étaient appelés à travailler là-dessus. Et là, je sais que Xavier Chatagnon, à l'époque, nous demandait de jouer, de lire debout. C'est pas mal, hein, de lire debout, parce que vous vous engagez aussi avec le corps. Oui, mais c'est pas un peu plus fatigant? Voilà, j'avais mal aux adducteurs comme un sportif, moi, le soir. Ah oui. Effectivement. C'était très physique. Il faut savoir qu'on passe beaucoup d'heures, hein. On peut passer 6, 7 heures en studio par jour sur un livre audio. Hein. Donc on passe des heures quand même enfermés. On fait des pauses régulièrement. Vous avez enregistré des livres au registre différents. Du coup, la préparation, je pense, n'a pas été la même à chaque fois. Même s'il y a des choses qu'on doit retrouver, je pense, il y a des habitudes que vous devez avoir, mais je pense que vous n'avez pas préparé pareil. Non. Alors bien sûr que ça se prépare pas de la même façon. Mais vous savez, la préparation, elle est un petit peu, elle est induite par le style de l'auteur, déjà. Ensuite, comme vous l'avez noté vous-même, chaque comédien a un petit peu ses techniques, son école. Moi, je travaille à la lecture comme au théâtre d'ailleurs, en me posant toujours la question de l'adresse. Est-ce que je m'adresse bien à quelqu'un? Donc là, en l'occurrence, c'est l'auditeur. Alors évidemment, ça donne, ça donne une façon de lire qui est peut-être un peu plus engagée que d'autres. Donc du coup, ça peut prendre de la place aussi. Parfois, ça peut prendre aussi trop de place. Je ne sais pas. Vous voyez. Ça, c'est une question très délicate. Il faut jouer quand même. Il ne faut pas que ce soit monotone, mais il ne faut pas surjouer. Moi, Absolument. En tout cas, je ne faire pas. C'est très très délicat. Prendre la place, mais pas trop. Tout à fait. Donc cette question de l'adresse, pour moi, par exemple, est capitale. Ça, c'est mon école. C'est aussi mon école au théâtre. Hein. Parce que j'ai eu l'occasion de travailler sur des solos au théâtre. Le metteur en scène qui m'a guidé les 2 premières fois sur des solos, c'était le même metteur en scène. Et ce metteur en scène m'a vraiment fait toucher du doigt, si je puis dire, l'importance de l'adresse. Et dans un solo, on s'adresse à quelqu'un. Attention, c'était pas des solos c'était pas des one-man show comiques. Hein. C'était par exemple une adaptation du Horla de Maupassant. Ah oui.
Ah oui. Et le metteur en scène voulait que du théâtre, il voulait pas que ce soit du conte. Il s'agissait pas de conter. Mais je devais interpréter un personnage qui vivait l'histoire avec le texte de Maupassant qui est pourtant au passé, écrit sous la forme d'un journal. Eh bien, il voulait que je vive ce texte comme si je vivais l'instant. Ça, c'est le travail de l'acteur, de vivre l'instant. Alors que le conteur, c'est quelqu'un qui a été témoin. C'est pas lui qui vit. C'est pas pareil. Il vous restitue une histoire dont il a été témoin, oculaire ou auditif, ou enfin voilà, et il est à distance de cette histoire. Il peut s'amuser à rejouer, à caricaturer ou à imiter des personnages, mais c'est pas lui qui vit les émotions. C'est vrai. Il a un peu plus de distance. Voilà, c'est un autre travail. Et l'acteur, lui, l'acteur interprète un personnage qui vit des instants qui se succèdent. Et l'acteur est toujours ici et maintenant. Voilà, donc c'est vrai que cette expérience des solos de théâtre, cette expérience m'a appris la notion d'adresse. Et à la lecture des livres audio, j'y fais toujours attention, enfin sans y faire attention d'ailleurs non plus, parce que ça devient, comment dire, c'est mon école. Voilà. Et alors après, je vous disais qu'effectivement, le style de l'auteur pouvait induire un type de lecture. Le Napoléon, par exemple. Le Napoléon, qui est le dernier en date que j'ai enregistré pour les éditions VDB. C'est une biographie en 4 volumes de Max Gallo. Cette biographie est merveilleusement bien écrite. C'est un roman haletant, et pourtant c'est de l'histoire, tout est vrai. C'est écrit d'une façon extraordinaire, c'est écrit pour être parlé. Quel style formidable. Donc voilà, Max Gallo n'a pas volé sa place à l'Académie française. C'est formidable. Et puis alors cette façon aussi dans le Napoléon de se placer souvent du point de vue de Napoléon. Max Gallo place le lecteur. Et donc après notre rôle de lecteur pour les livres audio, c'est d'essayer de servir aussi le style de Max Gallo. Mais Max Gallo a choisi de placer le lecteur dans une situation presque d'identification avec Napoléon. Une identification permanente, parce qu'on est dans la tête de Napoléon. On l'entend parler, on l'entend analyser les phénomènes, on l'entend juger tel ou tel personnage, voilà. C'est aussi ce qui doit rendre le texte vivant. Hein. Bien sûr. Donc là, par exemple, la préparation a été extrêmement simple, parce que le style était limpide. Par exemple, une des dernières expériences avec les éditions VDB, c'était le mystère de l'Arche sacrée, de Michael Burns. C'était en quelque sorte la suite de Le secret du 10e tombeau. Le secret du 10e tombeau, c'était un livre un peu dans la lignée du Da Vinci Code. Mais c'était une histoire formidable. Le secret du 10e tombeau, vraiment très très chouette, très documenté. C'était haletant. Des personnages auraient retrouvé les os du Christ. Voilà, et on fait une analyse ADN de ces os. Il y a des méchants là-dedans, donc enfin bon voilà. C'était très bien, c'était formidable. Voilà. Et le deuxième tome, si je puis dire, une espèce de suite que Michael Burns a écrite, Le mystère de l'Arche sacrée, tout à coup, j'ai l'impression de quelque chose de beaucoup plus fabriqué au niveau du style. C'est-à-dire qu'il hésite entre le roman qui se veut historique, documenté ou géopolitique, puisque ça se passe beaucoup au Proche-Orient, c'est-à-dire en Palestine et à Jérusalem. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que l'auteur hésitait. Il hésitait entre tout ça, le roman d'action, d'aventure, un peu une espèce de fantaisie, mais aussi la volonté de coller à une réalité géopolitique ou historique. Et du coup, un style très chaotique, où il passait d'une description, mais alors trop exhaustive, des lieux, par exemple, à des scènes de dialogue qui finalement paraissaient à côté bien légères, quoi. Voilà, bien fades. Donc c'est un peu curieux, vous voyez, ce style. Le décalage entre les deux. Voilà. Tout à coup, c'est dur pour nous de passer de formes dialoguées très simples à de choses beaucoup plus sophistiquées. Il y avait des lourdeurs. Bon voilà. Donc comment faire passer tout ça sans que ce soit lourd pour l'auditeur. Lourd ou trop chaotique, et voilà. Tout dépend du style des auteurs. Donc vous avez des auteurs formidables comme Max Gallo ou Christian Signol. C'est d'une limpidité. C'est facile à lire. Vous savez, le Nicolas Vanier? Nicolas Vanier fut le premier, d'ailleurs, Mémoire glacée, c'est le premier que j'ai enregistré pour VDB. Formidable. Moi, j'avais beaucoup aimé. J'aime bien Nicolas Vanier aussi, ouais. Et puis, ça se prêtait à mon style, parce que c'est écrit à la première personne, ce sont des mémoires, ce sont des souvenirs que Nicolas Vanier nous transmet. Et donc, Nicolas Vanier parle à la première personne. On est
vraiment dans une parole. Ken Follett, j'ai eu la chance donc de travailler sur les piliers de la Terre et Un monde sans fin avec Véronique Groux de Miery. Une femme pour les narrations féminines, pour les personnages féminins, et puis un homme pour tout ce qui était masculin. Nous sommes lancés dans cette immense saga. C'est énorme, hein. Énorme. Quel bonheur, mais quel bonheur, parce que c'est très bien écrit, c'est d'une richesse, c'est tellement énorme. Bon, on avait des dialogues, il y a des descriptions, on plonge parfois aussi dans la tête, à l'intérieur des personnages. Donc là, il y avait toute une gamme de registres aussi à pouvoir explorer. Et ça a pris du temps. Un monde sans fin, nous l'avons enregistré d'une traite. Personnellement, j'ai eu 13 jours d'enregistrement. Quelques journées donc en commun avec Véronique, et puis quelques journées seules. Mais voilà, 13 jours, vous voyez, donc ça s'étalait sur 3 semaines. Au bout des 3 semaines, j'avoue que je ne savais plus où j'habitais. Un truc intense comme ça, et puis très riche, et puis énorme, ça doit être un peu déroutant. C'est une façon, petit à petit, tout à coup, on finit par s'oublier, on plonge, on est familier avec les personnages, parce qu'on leur a donné voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que les romans se préparent. Hein. Par exemple, chez BTP, on nous envoie un exemplaire. Oui, avant, l'ouvrage, un mois avant. Bien avant, et puis on travaille. Bon, Un monde sans fin, par exemple, moi j'ai dû travailler pratiquement un mois avant l'enregistrement. Un mois dessus. J'ai lu l'ouvrage une première fois. Je le lis pour connaître l'histoire, pour sentir un peu le style de l'auteur. Et puis je le lis une deuxième fois, alors là en prenant des notes sur le personnage, sur le rythme des chapitres, sur les phrases. Il y a parfois, voilà, tout à coup ça devient lyrique, ou là c'est beaucoup plus de l'épopée, ou à tel moment on est dans du réalisme. Voilà, donc je le lis une deuxième fois comme ça, et puis une troisième fois, alors là, un peu plus en diagonale, mais en vérifiant toutes mes notes et en creusant, puis en commençant à essayer des voix pour les personnages aussi. Et oui. Des voix ou des intentions, parce que là, par exemple, Un monde sans fin, je crois que j'avais 80 personnages, donc on peut pas changer la voix. Non, c'est pas. Et puis c'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable parce qu'au bout d'un moment, ça fait cabotinage. Voilà. Et donc on cherche à cerner qui est le personnage. Voilà, est-ce qu'il est vieux, est-ce qu'il est jeune? Bon, les premières questions, c'est ça. Et oui, où on va le situer au niveau de l'âge. Voilà, jeune, vieux, extraverti, introverti, méchant, ou timide, ou timoré. On essaye de comprendre un petit peu qui il est, et puis en fonction de ça, on lui donne, suivant les séquences de dialogue, on lui donne des intentions particulières. Et vous annotez le livre? Oui. Ouais, j'annotais le livre, et puis je m'étais fait une feuille, il y avait tellement de personnages, je m'étais fait une feuille libre à part, voilà, sous forme de tableau avec des indications. Faites-vous des gestes lorsque vous enregistrez? Beaucoup. Ouais, c'est marrant. Les comédiens font des gestes. Je suis, alors, moi, qui plus est, je m'appelle Galera, vous imaginez bien que mes origines sont latines, ce sont des origines espagnoles, du côté de mon père en tout cas. Donc les latins, on le sait, parlent avec leurs mains. Je n'échappe pas à la règle, ou à la coutume, ou simplement à la culture latine. Donc oui, je travaille beaucoup en faisant des gestes. Voilà, que je sois assis ou debout. J'en ai besoin. Mais je pense pas être le seul. Non. Si vous avez dû avoir souvent cette réponse de la part de comédiens, par exemple, qui font du doublage. Le doublage, on a besoin de bouger. Oui, c'est toujours curieux parce qu'on bouge, on bouge sans bouger puisqu'on doit rester face au micro malgré tout. Donc on se tortille sur place, on fait des gestes sur place, mais on reste toujours concentré face au micro. Ça paraît surprenant parce que on imagine notre travail, le travail des voix off. On imagine que c'est un travail assis ou debout, mais derrière un micro. Alors effectivement, on est coincé derrière le micro, mais on a quand même de la latitude pour bouger. Mais ça reste un travail de comédien, et on le sait, c'est un travail de la voix et du corps. Le corps aide à exprimer. Des attitudes ou des postures vous aident à exprimer des sentiments, des émotions, des états ou des humeurs. Vous avez enregistré seul, à plusieurs, avec différents comédiens pour différents éditeurs. Vous étiez toujours ensemble. Bon, pour VDB, vous m'avez un peu expliqué que c'était pas toujours le cas, mais quand vous enregistriez pour VSL, vous étiez toujours ensemble? Oui, avec La Voix de son livre, c'était ensemble. Nous étions toujours ensemble. Parce qu'en plus, c'était encore plus morcelé, on va dire, parce qu'il y avait vraiment pratiquement un personnage par personne. Oui.
Oui, oui, mais je me souviens que nous enregistrions, ouais, nous étions tous ensemble. Et alors, c'était un grand studio ou comment vous faisiez? Oh non, c'était le studio était dans la maison d'édition même. Je me souviens, c'était dans un de ces immeubles anciens de Grenoble, et c'était des bureaux sous les toits. Donc on travaillait. Voilà, je me souviens du studio qui était sous les toits, donc avec un toit en pente. On passait chacun son tour. Je crois qu'ils utilisaient 2 micros, donc on pouvait être 2 à la table, et puis on passait un petit peu chacun son tour. Puis quand il y avait de longues périodes sans un personnage, le personnage allait dans un salon à côté, puis attendait son tour. Ça devait être sympa à faire. Oui, oui, oui. Et il faut pas oublier qu'à l'époque, c'était sur cassette. Donc l'enregistrement de base se faisait, je ne sais pas sur quoi, mais c'était de l'analogique à l'époque, c'était pas du numérique. Donc effectivement, je comprends bien, je conçois l'intérêt dans la chronologie. C'est pour éviter les montages de bandes magnétiques. Autant en numérique on peut le faire, autant en analogique, ça aurait été atroce. Je ne me souviens plus comment on faisait. C'était un jeune qui s'occupait de ça. Mais je ne me souviens plus du tout. Après. Ah oui, ça fait un petit moment. Et oui, ça fait un moment. Ça fait, vous savez, ça fait bientôt une trentaine d'années. Donc. Avez-vous une anecdote marquante à raconter qui aurait eu lieu lors d'un enregistrement? Oh des anecdotes, oui, il y en a forcément beaucoup. Moi, il y en a une, c'est un traumatisme pour moi. C'est les bruits de ventre. Quand le bruit de ventre s'entend vraiment sur la réplique, on est obligé de refaire la réplique. Quand le bruit de ventre intervient, surgit comme ça entre 2 répliques, l'ingénieur du son pointe, je vous le dis, sur son logiciel, il sait qu'à tel endroit, il doit faire du ménage. Mais ça, par exemple, pour moi, c'est une horreur, les bruits de ventre. Et j'ai tout essayé, tous les régimes alimentaires, le matin avant d'arriver. C'est surtout le matin, les bruits de ventre. Alors, c'est pas seulement parce qu'on a faim, je crois que c'est le fait d'enregistrer assis, d'une part. Les viscères, vous savez, prennent leur place. Et ensuite, voilà, je sais pas quelle place elles ont, mais du coup, il y a toute une tuyauterie qui se met en route, là, voilà. Et c'est une usine à gaz, comme on dit. Oui. Alors, j'ai essayé plein de régimes alimentaires parce que je me suis dit, mais mince, c'est le café. Alors j'arrêtais le café, je buvais du thé. Bon, c'était pareil. Alors je mangeais un peu plus que je mange d'habitude. Au cas où. Bon, des fois ça se calmait, mais des fois pas. Voilà, je n'ai pas de règles, je n'ai aucune solution à donner. Non, il y en a pas. Il faut manger un peu. Voilà. Il faut amener de quoi grignoter de temps en temps. Éviter le café de toute façon. Le café, lui, il vaut mieux éviter. Fait beaucoup de bruit de tuyauterie. Éviter les pruneaux. Ah bah oui. C'est un secret pour personne. Je le savais pourtant. Et puis un jour, j'avais amené une après-midi des fruits secs et puis il y avait des pruneaux. Puis pendant la pause, en discutant, j'ai mangé 3-4 pruneaux. Et après les bruits. Ah, puis c'est terrible parce que, quand ça commence, vous le sentez venir à l'intérieur. Vous sentez que il y a des bulles qui passent les coudes et les siphons. et qui vont se manifester. Et qui vont faire du bruit. Voilà. Et vous y pensez, et plus vous y pensez, plus vous essayez de l'étouffer. Plus ça fait du bruit, plus c'est fréquent, plus les bruits sont nombreux. Enfin bon, voilà. Donc là, dans ces cas-là, il vaut mieux s'arrêter. Marcher un peu vite, etc., faire bouger son corps, comme on dit, et pour remettre un petit peu tout ça en place, et puis ça passe. Avez-vous fait une liste des livres que vous avez enregistrés? Oui, bien sûr. Elle doit être dans mon CV complet d'ailleurs. Ah oui, alors donc, sur le site, j'ai pas vu de liste, mais peut-être que tout ne m'est pas accessible à cause de mon matériel. Sur mon site à moi, c'est ça, sur votre site, oui. J'ai dû les mettre, c'est-à-dire ce que j'ai enregistré pour la voix de son livre, ça doit être à la fin. Est-ce que vous aviez quelque chose en préparation? Christine m'avait parlé d'un Grisham. Ah bah oui, vous en avez fait un. Dernier Grisham, je pense. C'était pas en préparation, c'était encore qu'à l'état de projet, mais je crois que... Elle vous avait pressenti pour, en fait. Oui, pour les éditions VDB, j'avais enregistré le contrat de John Grisham. Et c'était sympa, d'autant que dans le contrat, il y avait même des personnages féminins et j'étais seul. Mais ça avait bien fonctionné. Oui. Si elle vous avait choisi, c'est qu'elle se disait que vous pouviez le faire. Oui. Y a-t-il un livre que vous rêveriez d'enregistrer? Ah, oh là là. Oui, il y en a forcément beaucoup. C'est-à-dire que j'ai eu la chance quand même d'enregistrer
avec les maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé, des livres remarquables. Quand je vous parle de Rimbaud, Baudelaire, Blondin, Beckett, Voltaire, ben voilà, ça, c'est formidable tout ça. Là, dernièrement, donc Grisham, Ken Follett, Signol, Max Gallo, pour citer que, bon, là aussi, c'est formidable. Ken Follett, c'est vrai que j'y retournerai volontiers. C'est un tel défi. Ouais. La chute des géants, par exemple, vous savez, le dernier de Ken Follett, là, sur oui. les périodes qui s'étendent autour des deux guerres du XXe siècle, les deux guerres mondiales. Celui-là vous tenterait? Bah, oui, mais c'est pour le défi. Le défi, voilà, c'est une œuvre gigantesque. Il y a du Victor Hugo, il y a des classiques aussi. Les Misérables, les 5 tomes. Mais oui, par exemple. Là aussi, ce sera un défi. Hein. Oui, oui, ça c'est sûr. Hein. Là aussi, c'est une montagne. Voilà, donc c'est difficile parce que j'ai envie. Je suis quelqu'un de très curieux de tout et puis très joueur. C'est certainement pour ça que j'aime le théâtre aussi, hein, et que j'ai voulu faire ce métier. C'est un métier où il faut avoir envie de jouer. Ah, là, je sais pas, demain je vais lire un livre formidable, je vais vous dire, oh là là, j'aimerais bien l'enregistrer. L'enregistrer. Ouais. Je pense à, par exemple, un auteur aussi que j'aime beaucoup, c'est Joseph Delteil. Je connais pas. Alors, Joseph Delteil, c'est un auteur qui a eu énormément de succès dans les années 20. Des prix, il avait été enrôlé par les surréalistes et puis finalement il est parti, il les a quittés et il a épousé Caroline Dudley à l'époque qui était celle qui a créé les Revues Nègres à Paris. Et il est parti dans le Midi, il a acheté une vigne, il a cultivé la vigne dans le Midi et il a écrit un livre de temps en temps. Il a écrit des livres, un sur Jeanne d'Arc, qui s'appelle « Il faut lire la Jeanne d'Arc de Delteil », c'est magnifique. C'est donc lui qui a fait le scénario de la Jeanne d'Arc de Dreyer, le film, à la suite de la parution du livre. Il a écrit un livre sur Saint-François d'Assise, un livre sur Don Juan, dans les livres plus récents. Et puis il est connu à l'époque dans les livres comme Choléra, par exemple. Vous voyez, j'aimerais moi enregistrer du Delteil. Je trouve que c'est une écriture formidable, charnue. Comment dire, c'est charnu comme une bonne grosse tomate. Juteuse. Un livre pour aborder Delteil et mieux le connaître, c'est la Delteillerie. La Delteillerie, c'est en quelque sorte ses mémoires. C'est très court et c'est d'une certaine façon, voilà, c'est des mémoires. Alors, des mémoires qui partent dans tous les sens. C'est un homme très très libre. On a beaucoup de photos de lui quand il était âgé, donc c'est un petit bonhomme, un drôle de petit bonhomme, d'une intelligence rare et puis une extraordinaire, une grande liberté d'écriture. Écoutez-vous des livres? J'en ai écouté beaucoup en voyage. Alors j'ai déjà écouté ceux que j'avais enregistrés. C'est surtout en voyage. Je me souviens, ce qui m'avait étonné, à l'époque où La Voix de son livre avait fait appel à moi, j'avais très peu de notion de ce qu'étaient les livres audio. Et j'imaginais, comme tout le monde, que c'était destiné aux malvoyants. Déjà à l'époque, La Voix de son livre me disait que leurs plus gros clients n'étaient pas les malvoyants, mais les grands voyageurs. Et je me souviens, voilà, donc de La Voix de son livre qui me disait qu'entre autres, un de leurs plus gros clients, c'était Jean-Paul Belmondo. Eh ben oui, il va aller partout. Hein. Oh, ouais. Voilà. Puis j'ai vu, avec l'explosion du numérique, j'ai vu aussi comment le livre audio maintenant il pouvait se télécharger, on pouvait le mettre sur un lecteur MP3 et puis le balader avec soi de façon très simple. C'est très pratique. Ouais. Voilà, et j'ai vu que beaucoup de gens s'étaient mis comme ça au livre audio. Donc c'est vrai que je me suis mis à les écouter avec un peu plus d'assiduité. Un ami à moi, un ami d'ailleurs de la région d'Avignon, là-bas de la région des éditions VDB, un ami qui est prof, enseignant, me disait qu'il écoutait beaucoup de livres audio. Et je lui disais, mais est-ce que tu as arrêté de lire des livres sur papier? Il dit non, pas du tout. Je continue de lire des livres sur papier, mais je ne les lis pas au même moment. Il y a des moments pour le livre sur papier. Pour lui, par exemple, c'est des moments où il a le temps, où il peut s'allonger dans un transat, dans un fauteuil, et puis voilà, prendre le temps de lire. Et puis le livre audio, c'est effectivement beaucoup plus dans les moments de voyage ou quand il se rend à l'établissement scolaire, voilà. Il n'a pas trop le temps, mais il veut lire quand même. Oui. Autre question que je lui posais,
est-ce que le livre audio n'enlève pas un peu de liberté d'interprétation? Donc effectivement, parfois, moi, quand je réécoute ce que j'ai fait, des fois je me dis, oh là t'en fais un poil trop, un peu là, trop. là, voilà, et bon, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, on a tous du mal à s'écouter, à se juger soi-même, c'est toujours très difficile, de toute façon. Mais du coup, moi, j'ai tendance à penser qu'effectivement, ça enlève un peu de liberté. Et mon ami prof me détrompait là-dessus, me disait, c'est pas vrai, ça m'en donne une autre. C'est vrai. Ça m'en donne une autre parce que précisément, on me prend par la main et on m'emmène dans un endroit où je serais jamais allé. Donc, lisez. Voilà, ou écoutez des livres audio. Envisagez-vous de faire de l'audio-description? C'est un domaine qui m'intéressait. J'avais envoyé un message à l'association. Carrément à l'association Valentin à Huy? Oui, voilà. L'association m'avait renvoyé vers les studios. Il y a beaucoup de studios parisiens en l'occurrence. Donc effectivement, j'ai envoyé ma démo au studio, mais j'ai pas eu de nouvelles. Oui, mais bon, vous l'avez fait pareil, quand? Les studios. Oh, mais je l'ai fait il y a longtemps. Parce que voilà, en ce moment, l'audio-description est en train de faire un grand boom parce que la loi européenne est passée par là et il faut qu'il y ait de plus en plus de programmes audio décrits. Donc on va avoir besoin de comédiens. D'accord. Eh bien, vous m'incitez donc voilà. à redémarcher un petit peu les studios. Voilà, je vais relancer une démarche dans ce sens-là. Sur votre site, il est écrit film d'entreprise. Qu'est-ce que c'est? Alors, les films d'entreprise, c'est ce qu'on appelle les films institutionnels ou corporate, pour utiliser un mot anglais là qui est entré dans le langage courant des studios, mais enfin, ce sont des films institutionnels. Donc, ce sont des films qui sont commandés par des sociétés pour faire la promo, souvent interne de la société ou d'un des domaines de la société. Film institutionnel, ça peut être aussi pour des collectivités locales ou territoriales. Voilà, moi j'ai travaillé il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai fait des voix off pour l'anniversaire, alors je ne sais plus combien d'années ça faisait, les 50 ans, je crois, des logements sociaux de la ville de Chambéry. Donc c'est un film qui était commandé par la ville de Chambéry avec les sociétés des HLM, et puis c'est une maison de production qui a réalisé un film pour fêter voilà, ce film était ensuite diffusé pas forcément au grand public d'ailleurs. Oui, c'était interne, c'était dans la ville. Voilà, c'est souvent interne. Le vendredi qui arrive, là, je vais enregistrer des voix pour un film pédagogique interne à Schneider Electric. Il y en a qui sont plus ou moins ardus, suivant si on fait la promo ou si on se veut plus pédagogique. Souvent, le film institutionnel, c'est quelque chose d'assez neutre. Après, ça peut être un petit peu vendeur parfois parce que ce sont des films qui servent l'image de la société, donc ça se veut parfois un peu vendeur, d'autres fois ça se veut pédagogique, donc il faut avoir le ton de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Alors ça c'est assez rigolo parce que par moment vous travaillez sur je sais pas, moi j'ai travaillé sur des produits chimiques, sur des films sur la biologie, qui sont pleins vous savez, plein de gros mots qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, plein de mots savants comme ça dont on ne sait pas ce qu'ils signifient. Et il faut donner l'impression, parce que ces films-là, vous les préparez pas. On vous appelle pour enregistrer, vous arrivez au studio, on vous met le texte sous les yeux et puis il faut y aller. Bon, voilà. Alors, en général, on vous demande en plus d'avoir le ton de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Qui sait ce que c'est. Vous entendez la voix que j'ai, donc on me confie souvent, effectivement, dans ces films-là, le rôle de celui qui sait, qui mûre, la voix rassurante, posée, l'homme qui sait de quoi il parle. Voilà. Vous faites des habillages pour la radio et la télé, d'après ce que j'ai lu? Oui, alors j'en fais peu. D'accord. Oui, parce que je vous ai pas entendu, donc j'allais vous demander pour quelle chaîne et pour quelle radio. Non, j'en fais très peu. Je fais plus du doublage de manga, là, en ce moment, pas mal. De l'institutionnel, ça c'est sûr, pas mal. Je fais quelques pubs radio ou pubs télé. Ce qu'on appelle aussi les serious games. Alors, le serious games, ce sont des jeux sérieux. En fait, ce sont des outils souvent interactifs de formation. Voilà, ce sont des outils de formation interactifs qui sont sous forme de CD ou de logiciels.
c'est souvent interne, hein, c'est interne à des entreprises. J'ai bossé pour des grands groupes, pour Air France, Thalys, SNCF ou autres. Ce sont des outils pour former le personnel. Je travaillais pour Renault, par exemple, l'année dernière. Donc c'est pour former leurs commerciaux. Vous savez, si le client vient pour faire réparer, là, c'est arrivé à ce qu'ils repartent avec 4 pneus aussi en plus. Voilà. Non, mais, bon, je rigole, mais c'est effectivement, c'est-à-dire que parfois, là, c'était en l'occurrence, c'était pour former des commerciaux, mais ça peut être pour former des employés dans leur démarche de promotion interne, si vous voulez. Ce sont des outils interactifs. Donc en fait, vous interprétez, par exemple, on m'appelle pour interpréter un personnage. Donc ça peut être, je sais pas moi, le chef, ou alors un client. Le client pénible. Voilà, le client pénible. Alors souvent, il n'est pas que pénible. Vous avez toute une gamme de réactions. En fait, vous êtes dans des situations particulières et on vous demande de répondre à une question de 3 ou 4 façons différentes. Oui, c'est modulé. C'est modulé et dans le choix des mots et dans l'interprétation. Et vous avez les gens, il y a les gens qui résistent et puis il y a ceux qui sont très conciliants. Et puis entre les deux, il y a des gens sceptiques. Vous voyez, donc il y a différentes sortes de comportements. Alors comme c'est interactif, encore une fois, vous avez toute une gamme de réactions. Donc vous avez des situations que vous déclinez de plusieurs façons. À part tout cela, quels sont vos centres d'intérêt? Alors là, vous savez, il y en a beaucoup, mais je suis à l'âge où je suis un peu frustré parce que j'aimerais écouter plus de musique, j'aimerais aller plus au cinéma, mais j'ai pas beaucoup de travail et en tout cas, ça demande beaucoup de travail de trouver du travail. Surtout dans votre profession. Voilà, dans notre profession, voilà. Et comme j'ai choisi de prendre un petit peu de recul par rapport au théâtre public, si je puis dire, c'est-à-dire au théâtre lié aux orientations politiques, je me retrouve un petit peu du côté du privé. Du côté du privé, faut se battre un petit peu plus. Donc ça demande beaucoup de temps. J'ai des enfants qui m'occupent beaucoup, qui m'occupent, mais avec bonheur, qui me donnent beaucoup de bonheur. Mais voilà, une fille qui va sur ses 20 ans, un garçon qui vient d'avoir 15 ans. Donc vous imaginez, ça demande de la présence, ça demande de faire des choses avec eux. Donc malheureusement, mes centres d'intérêt, c'est pas la bonne période en ce moment. Les centres d'intérêt, je les satisfais en dernier. Les voyages, par exemple, j'adore voyager. J'ai beaucoup voyagé quand j'étais jeune. Bon, mais là, j'aimerais bien repartir. Mais voilà, une chose qui me manque beaucoup, moi, c'est l'écriture. J'ai beaucoup écrit quand j'étais adolescent et au début de ma carrière, j'écrivais beaucoup. Et puis là, j'écris moins. Mais c'est... Vous n'avez plus le temps. Voilà, j'ai plus le temps. On est dans une espèce de course. Ce qu'on écrit, c'est toujours pour une nécessité précise et c'est pour des demandes souvent techniques. Mais on n'a plus le temps d'écrire. Je dis on n'a plus le temps et en même temps on passe des moments sur Facebook où on papillonne, c'est-à-dire on répond un peu à tout le monde. C'est vrai. Mais c'est pour ça que j'y vais pas. Moi, je me connecte pas. Tout est fait automatiquement, comme ça j'y vais pas. Mais vous avez raison, moi j'y vais de moins en moins et du coup je réalisais par exemple que j'écrivais plus à ma chérie, à mon amour, vous voyez. Oui, c'est triste. Parce qu'on travaille pas toujours ensemble, donc on n'est pas toujours à côté l'un de l'autre. Mais dans ces cas-là, on communique par internet, ça va très vite, mais bon. Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose? Si j'ai envie d'ajouter quelque chose, finalement qui serait adressé à mon fils, mais qui, d'une certaine façon, est assez universel. J'ai une phrase qui me vient de Gilles Deleuze. Faire et en faisant se faire. C'est une bonne phrase, ça. Voilà, c'est une jolie phrase. Vous voyez, vous m'avez posé la question, je suis un peu dérouté, que j'imagine que tout le monde l'est. Moi, je ne suis pas préparé, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter de plus. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, puis je pourrais parler encore, vous raconter plein de choses sur ma vie. Mais vous voyez, je viens de parler de mes enfants. Mes enfants, c'est un centre d'intérêt, malgré tout, et c'est certainement le premier centre d'intérêt pour moi. Et puis, et voilà, donc c'est pour ça que c'est cette phrase qui me vient à l'esprit, parce que cette phrase peut leur être adressée, mais elle est aussi adressée à tout le monde, et puis à faire et en faisant se faire, et c'est comme ça qu'un jour, on a eu la chance d'avoir des livres audio, c'est comme ça aussi qu'il y a des talents qui se révèlent, c'est comme ça aussi que des rencontres se font. Donc finalement, on parlait de piratage, mais vous voyez les outils aussi, la révolution numérique permet ces rencontres-là.
Ça vous permet à vous de faire un blog, ça vous permet de tenir des gens informés sur un domaine assez mystérieux et secret jusqu'à présent. Grâce aux outils informatiques, on a aussi ça. Et les interviews, avant, je les faisais par écrit. Alors, les pauvres comédiens qui devaient répondre à mes questions par écrit, c'était fastidieux pour eux. Il y en a qui l'ont fait. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée.